Et bonsoir tout le monde, Bonsoir tout le monde. bienvenue sur notre live dédié à la certification Microsoft Fabric. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur un nouveau live pour vous partager un peu nos connaissances et tout ce qu'on a pu apprendre avec Bastien sur comment bien réussir notre certification Fabric. Aujourd'hui, c'est le baptême du feu de Bastien qui fait son premier live, donc très heureux de l'accompagner. Bastien, comment tu vas ? Super. Et toi, Enzo? Merci déjà pour l'invitation. Ben écoute, C'est gentil de ta part. ben moi ça va super et vraiment très contente de faire ça avec toi. On aura l'occasion de représenter Bastien juste après, mais sachez que Bastien, vous pouvez d'ores et déjà le suivre sur LinkedIn. Il publie beaucoup de contenu assez généraliste sur la data pour le moment, mais de ce que j'ai compris, sans trop teaser, il va un peu revoir sa ligne édito et se focus un peu plus sur Microsoft. Mais voilà, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent s'initier dans le monde de la data à suivre Bastien sur LinkedIn. Il fait du très bon contenu. J'ai pour habitude de faire toujours un petit test audio, vidéo. Dites-nous dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, pour qu'on puisse démarrer tranquillement. Alors, il y a toujours un petit décalage, hein, Bastien, comme je te disais, entre le moment où on voit les messages et où on pose une question, typiquement. Donc, on va attendre quelques secondes. Bastien,
Écoute, Moi, le c'est temps que bon. ça arrive, je te propose, on va tout de suite enchaîner et après je vous donnerai un peu de contexte sur le live, mais je te propose qu'on se présente et je te laisse commencer, je te laisse l'honneur. Ouais, pas de souci. Du coup, moi, je m'appelle Bastien Durand. Du coup, je suis consultant GNA, donc Data Analytics, chez Delaware. Du coup, Delaware, c'est un intégrateur SAP et Microsoft. Donc, je suis dans la même boîte que Enzo. Et j'interviens du coup sur un environnement Microsoft, donc notamment Microsoft Fabric, où on a orienté notre solution autour de cet outil-là. Un outil assez récent, finalement, du coup, depuis 2023. Donc voilà, pour me présenter rapidement. Je fais quelques posts LinkedIn aussi. Comme l'a dit Enzo, je vulgarise quelques concepts euh, autour de la data et en informatique aussi en général. Et de plus en plus, je vais m'orienter vers un contenu plus Microsoft, notamment Microsoft Fabric et Azure en général aussi. Voilà pour Super. une petite présentation Et, rapide. et Bastien pourra après nous faire le portfolio de toutes les certifications qu'il a passées et qu'il a obtenues, surtout, parce que vous le verrez, il a un beau palmarès à son actif, donc c'est assez impressionnant pour une personne qui a démarré aussi récemment Microsoft. Donc, comme le disait Bastien, donc moi, Enzo Rido, donc je pense que j'espère pour ceux qui sont là, vous me connaissez, que vous êtes inscrits. Parce que voilà, on se connaît déjà. Mais dans l'idée, voilà, je travaille comme Bastien chez Delaware France. Donc, moi, je suis porteur de l'offre Microsoft Analytics, donc de la même équipe que Bastien. Mais moi, côté du coup, structuration de l'offre, avant-vente, marketing et aussi réalisation de projets. Donc, j'ai l'occasion parfois de travailler avec Bastien sur des projets fabriques, évidemment. Et il faut savoir que du coup, que, voilà, nous, avec Bastien, évidemment, on s'investit dans la communauté Microsoft Data au global, mais ça nous sert aussi dans notre monde professionnel parce que côté Delaware, sur l'offre Microsoft, on fait un focus only fabrique, ce qui veut dire qu'on ne fait que ça au quotidien, on ne vend que des projets fabriques. Donc on a la chance, je dirais, d'avoir quand même pas mal de retours d'expérience sur comment fonctionne l'outil. Le but aujourd'hui, vraiment, c'est qu'on puisse de parler de fabrique et vous donner tous les éléments et les clés pour réussir la certification. Bastien l'a justement dit, Fabric, c'est quand même assez récent. On a eu l'accès en preview en mai 2023, si je dis pas de bêtises. On est en GA, donc en General Availability depuis novembre 2023 aussi. Donc ça fait un peu moins d'un an que l'outil est en production, un peu plus d'un an que l'outil existe. Donc ça peut être un peu récent. On sent quand même que Microsoft met un gros accent sur l'outil, que c'est l'outil phare, le fer de lance, comme j'aime le dire, de chez Microsoft et de l'éditeur. Donc il y a un intérêt à s'intéresser à passer la certification pour, d'une part, monter en compétence sur l'outil et surtout à tester ces fameuses compétences-là. Mais avant tout ça, on se posait la question avec Bastien, je vois qu'on est quasiment un peu plus d'une trentaine aujourd'hui là sur le live, donc déjà merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir encore une fois. Il y aura un live, sachez-le, je sais que la question va revenir, donc il y aura un live, donc ça il n'y a pas de débat. Mais on voulait savoir de 1 à 5 aujourd'hui à quel point vous maîtrisez l'outil. 1 étant, vous êtes complètement néophyte sur la solution et vous la découvrez et vous attendez des éléments de réponse dans ce live-là. Et jusqu'à 5, vous êtes le maître Yoda de Fabric. Donc, je vous laisse nous répondre dans le chat. Bastien, toi, tu te positionnerais à quel niveau sur l'outil? Je me positionnerai 3, je dirais 3, 3-4. Ok. Parce qu'il y a quand même pas mal de concepts techniques. En fait, ça dépend où on se situe sur Fabric. Parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'on va retrouver, les concepts de data platform. Donc, par exemple, le lakehouse, c'est un mélange de data warehouse et data lake. Donc, si on a déjà ces concepts-là en data, déjà, ça facilite un petit peu l'apprentissage sur Fabric. Après, on peut rentrer vraiment dans le détail. Là, je sais qu'il pousse pas mal d'évolutions avec le Git en CICD. Donc, là, ça devient un peu plus technique. Voilà. Donc, ça dépend en fonction de notre niveau de technicité. Moi, je suis assez d'accord et vous le verrez, on va quand même vous représenter ce que c'est Fabric. Mais aujourd'hui, Fabric, c'est quand même un gros bundle, une grosse boîte à outils qui rassemble beaucoup de notions qui existent depuis déjà des années. Fabric, c'est pas si récent que ça, en fait, parce que tout ce qu'il y a derrière, c'est des technologies qui sont éprouvées et maîtrisées depuis des années, notamment autour de Synapse. Ce qui veut dire que si vous avez des compétences dans ces domaines-là ou dans ces concepts, vous avez quand même une maîtrise de Fabric, surtout encore plus, vous le verrez dans la DP600, si vous maîtrisez vraiment Power BI et les notions de modèle sémantique, Fabric va être, surtout ADP600, va être assez accessible pour vous. Totalement. Ouais. Je vois beaucoup dans le chat du 1, donc voilà, on a Fatemé qui a 1, on a Tierno qui a 2,
On a Oussem qui a 1 aussi. On a Fabien que je connais qui est très souvent là, qui est à 3. Donc c'est super. On a des profils assez variés. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est une vérité générale tout au long du live. S'il y a de la moindre question, on est là avec Bastien pour évidemment y répondre. Vous empêchez pas, vous censurez pas en tout cas sur le sujet. On est vraiment là pour y répondre. Je propose qu'on enchaîne tout de suite sur qu'est-ce que Fabric. Et si tu me permets, Bastien, je vais faire la petite présentation. Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Fabric, donc qu'est-ce que Fabric? Je vais le faire vraiment très rapidement. Et Bastien, je te laisserai compléter si tu penses que c'est nécessaire. Donc Fabric, c'est une solution dite de data platform, donc une plateforme de données qui a la particularité d'être en mode SaaS, donc Software as a Service. Pour les néophytes de la partie infrastructure, quand on parle de software as a service, c'est-à-dire que typiquement pour Fabric, la seule chose que vous avez à faire pour avoir une plateforme data complète, c'est d'acheter une licence et vous avez accès à cette plateforme de données. Dans Fabric, on va retrouver ce que vous avez à l'écran. Alors, la slide n'est pas à jour encore parce qu'on n'a pas toute la partie Fabric Database, etc. Mais dans l'idée, on va surtout aujourd'hui retrouver 6 grandes expériences. C'est ce que vous avez à l'écran ici. Donc là, elles sont au nombre de 7, mais on n'a plus que 6 aujourd'hui. On va retrouver 6 grandes expériences qui ont normalement, et on pourra le confirmer juste après, l'ambition de répondre à tous les enjeux data d'une entreprise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle veut mettre en place un service data, elle a besoin d'un ETL, d'un data warehouse, d'un outil de reporting. Si elle veut aller un peu plus loin, faire de l'activation de données, il lui faut des solutions de data science. Si elle veut faire des modèles de LLM, etc., il lui faut aussi des modules adaptés. Aujourd'hui, Fabric répond avec une seule plateforme à tous les personas, donc tous les profils data d'une entreprise, et aussi à toutes les solutions techniques dont elle a besoin, dans une seule et unique plateforme. Grosso modo, si je vous vulgarise le tout, ils ont pris leurs meilleurs outils Microsoft de data qu'ils ont aujourd'hui, ils ont tout mis dans une plateforme qu'on appelle Fabric, ils ont tout rebrandé, tout remarketé pour le mettre à disposition en mode SaaS. Ça, j'aime bien le dire, c'est révolutionnaire, mais pas tant que ça, parce qu'en soi, juste rationaliser l'accès aux outils, c'est bien, mais on peut faire mieux. Et ce qui est mieux, justement, avec Fabric, c'est ce qu'on voit en dessous, c'est la notion de One Lake. Donc le One Lake, pareil, pour la faire vraiment très simple, c'est quoi? C'est une fondation de données unique, commune à toutes les expériences que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès lors que vous achetez une licence Fabric, par défaut, vous avez un One Lake qui est associé. Tout ce que vous allez faire, peu importe l'expérience dans laquelle vous allez vous situer, tout ce que vous allez faire en termes de stockage, de traitement, etc., tout va être stocké dans One Lake. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un data scientist qui va utiliser l'expérience data science, qui va générer des modèles prédictifs pour un data analyst, par exemple, pourra facilement collaborer avec lui parce que tout est stocké dans One Lake. On ne se pose plus la question de est-ce que j'ai accès à ton serveur où tu stockes les données, est-ce que j'ai accès à ton modèle de ton LLM que tu as mis en place pour consommer la donnée. On ne se pose plus ces questions, tout est accessible dans Fabric. Donc, plateforme unifiée en mode SaaS qui unifie surtout le stockage au travers de One Lake avec 6 grandes expériences qui répondent à tous les enjeux data. Je ne sais pas, Sébastien, tu voulais compléter sur le sujet? Non, bah c'est à peu près ça, hein. C'est le gros avantage, c'est One Lake. Puis après, moi, ce que je veux rajouter, c'est plus la stratégie de Microsoft avec cette solution. Donc, ils offrent une solution en SaaS. Il n'y a pas énormément de data platforms qui sont en SaaS, à part Snowflake, par exemple. Ils reprennent le concept de Delta Table de Databricks. Donc, en fait, ils ont repris pas mal de morceaux de différentes data platforms, etc. Et ils ont tout combiné dans une seule solution SaaS avec différentes expériences qui touchent à peu près à tout. Donc, on va retrouver de la data science avec le Azure Machine Learning qui était déjà présent dans Azure. Ils vont prendre le Real-Time Intelligence qui vont pas mal développer, je pense, sur les prochaines updates, sur le côté streaming. Donc, on peut directement aller taper avec Apache Kafka pour la donnée en streaming. Ils reprennent leur Power BI, leur outil phare de Microsoft. Ils le reprennent, ils mettent tout ça autour de Power BI. Et ils reprennent aussi les concepts de Azure Data Factory qui étaient présents dans Azure et ils le simplifient. Donc en fait, ils ont pris à peu près tous les avantages de ce qu'ils avaient chez eux, donc côté Azure en cloud, côté data. Ils ont unifié ça autour de la plateforme et ils ont repris quelques avantages aussi des concurrents. Donc je pense au Data Lake, ils ont mis Spark derrière aussi pour le compute. Donc voilà.
Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que le OneLake, il est basé aussi sur Azure Data Lake Storage, Ouais, donc Data Lake leur Gen 2, Data ouais. Lake. Et voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une plateforme comme ça, une plateforme unifiée où on va retrouver toutes les expériences, ça simplifie aussi la gouvernance, la sécurité. Fabric s'est connecté aussi à Microsoft Purview, donc un autre outil qui mettent pas mal en avant pour justement simplifier tout ce qui est gouvernance et sécurité. Et régulation, on peut faire aussi des audits, je crois. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc, ils viennent brancher ça autour de Fabric, ce qui fait que c'est une plateforme qui est complète. Et voilà. Carrément. C'est un très très bon complément. Et ce qu'il faut aussi retenir, voilà, c'est tout ce qu'on se disait. Si vous êtes réticent à aller sous l'outil parce que c'est trop frais, trop récent, vous voyez bien que c'est quand même basé sur des technologies qui sont éprouvées depuis des années, qui fonctionnent bien. Donc, pas d'inquiétude. Vous n'avez pas à tout réapprendre de A à Z. Rentrons dans le vif du sujet et parlons surtout de la certification DP600 qu'on a respectivement avec Bastien obtenue. Donc moi, je l'ai obtenue il n'y a pas si longtemps que ça, mais Bastien l'a passé en septembre dernier, si je C'est dis pas de ça. bêtises. Donc, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Cette certification, elle est loin d'être évidente et elle peut prendre un peu à contre-pied. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce live-là. C'est un peu pour vous donner un peu les billes et pour vous prévenir sur certains biais que vous pourrez avoir et qu'on pourrait ne pas traiter et qui pourraient du coup vous faire échouer sur la certification. Donc, l'ADP 600, qui est une certification de Microsoft, Fabric Analytic Engineer Associate. Donc, c'est un des plus hauts niveaux de certification. Le troisième niveau étant le niveau expert en 3 étoiles de mémoire. Donc, cette certification-là, elle va vous challenger sur la préparation et l'enrichissement des données pour de l'analyse, de la sécurisation et de la gestion des ressources analytiques et tout ce qui va être l'implémentation et la gestion des modèles sémantiques. Et ce dernier point est très important parce qu'on vous l'a présenté juste avant. Fabric, c'est une plateforme data complète, mais la DP600 ne va pas vous challenger sur l'ensemble de ces expériences-là. Du moins, vous allez peut-être avoir quelques questions sur toutes ces expériences. Par contre, le gros focus qui est fait, moi en tout cas je trouve, c'est surtout sur la partie modèle sémantique, comment on optimise, comment on gère les modèles sémantiques d'un Fabric, qu'est-ce que le direct lake, qu'est-ce que le direct query, qu'est-ce que le mode import, les avantages et inconvénients de chacune de ces modes de connexion-là. Donc la DP600, elle est clairement pas évidente si on s'y prépare pas correctement et qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'y attendre. Parce qu'on pourrait foncer de but en blanc en se disant ok, je vais apprendre par cœur toutes les expériences, comprendre tous les enjeux de chaque spécificité de chaque expérience. Honnêtement, on peut quand même bien focus le travail, bien focus surtout la réflexion et l'étude de Fabric autour de 3 points bien spécifiques qu'on va traiter juste avant. Dites-nous dans le chat si vous comptez passer cette certification-là DP600. Dites-nous un peu si vous êtes en train de la réviser, à quel point, à quel niveau vous en êtes, si vous avez des difficultés. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Comment toi tu présenterais la DP600, hein, Bastien, justement? Toi qui en as passé beaucoup, Bah, justement. non, mais moi, ce que j'ai passé en certification, c'est la DP203, donc c'est l'Azure Engineering, donc c'est tout ce qui est autour de Synapse. Après, j'ai passé la DP100, celle de Data Science, et la Power BI. Et la Power BI, je l'ai passée après la Fabric. Et en fait, le gros conseil que je donnerais au niveau des certifs, c'est d'abord de passer la PL300, donc celle de la Power BI, avant de passer la Fabric. Parce qu'en fait, dans la DP600, on va retrouver pas mal de concepts, comme tu l'as dit, sur le modèle sémantique, autour de Power BI, autour des manières de stocker la donnée, donc import, direct query, etc. Et c'est pas mal orienté, en fait, voilà, modèle sémantique, Power BI. Et on a quelques nouveaux concepts, donc avec le lakehouse, on a avec la partie Le engineering, KQL etc. aussi. Le KQL. Voilà, aussi. Ouais. Oui. Donc, comment je la définirais? Je la définirais comme une certification assez complète, mais qui rentre un peu plus en profondeur sur tout ce qui est Power BI, modèle sémantique. Voilà comment je la caractérise. Et je pense en fait c'est aussi un peu une transition logique vu que Power BI fait partie intégrante aujourd'hui de Fabric notamment, mais que Power BI quand même continue à vivre. Qu'on soit bien clair, vous n'êtes pas obligé d'avoir Fabric pour faire du Power BI. Ça c'est
enlevez-vous ça de la tête. Par contre, pour toutes celles et ceux qui étaient en P1, P2, P3, donc les capacités Power BI qu'on connaissait auparavant, maintenant on migre en Fabric automatiquement. Et il y a une vraie notion d'optimiser, de changer un peu la manière dont on travaille avec Power BI lorsqu'on est dans un contexte Fabric. Et je pense que cette DP600-là, elle vous aide à bien comprendre les enjeux qu'on a autour de cette migration de licence, qui n'est pas qu'une simple migration, parce qu'avec une Power BI Premium P1, on avait un outil de BI pour faire du Power BI, Dataflow, etc. Avec Fabric, on est sur une plateforme data. Du coup, les enjeux sont quand même bien différents. Il faut bien garder ça en tête. Donc, c'est un très bon conseil que tu donnes, Bastien, de passer en premier la PL 300. Mais surtout, gardez bien en tête qu'on ne va pas vous challenger que sur Power BI. D'ailleurs, c'est vraiment comment vous articulez et comment vous vous débrouillez dans un contexte de plateforme data au complet avec une partie ETL, ELT, stockage, data warehouse, lakehouse, etc. Voilà, donc c'est hyper important de garder ça en tête. C'est qu'on est énormément challengé sur les modèles sémantiques, mais sur un contexte data platform global. Ouais, c'est ça, ouais. Plus global data platform. Et aussi les certifications que j'avais passées sur Synapse et Data Science, ça m'a aussi servi sur Fabric. Hein. Donc ça reste assez complet. Juste un petit focus sur Power BI et tout ce qui est autour, quoi. Complètement. On va passer pour les modalités de réussite et d'échec, etc. Alors, sachez du coup que la certification, vous pouvez la passer en ligne ou dans un centre de certification agréé. En ligne, ça se fait très bien, il y a beaucoup de créneaux. Vous pouvez même passer en pleine nuit, enfin, c'est super. Je sais que les certifications en présentiel sont un peu plus, les créneaux sont un peu plus compliqués parfois à avoir, donc c'est moins flexible. Donc l'assertif, l'obtention ne change pas. Si vous réussissez, ben, champagne, félicitations, vous faites partie des membres certifiés autour de Fabric. La notation se fait sur 1000 points, donc il vous faut 700 points pour obtenir cette certification-là. Vous avez les résultats en instantané, donc vous savez tout de suite si vous avez réussi ou non la certification. Donc, vous allez avoir tout de suite le sourire ou pas pour le reste de la journée instantanément. On peut aussi faire certifier son badge pour l'authenticité, pour le partager à son employeur ou alors à ses clients ou le mettre en avant sur son profil. C'est une certification qui est valable 1 an, que vous pouvez renouveler gratuitement tous les ans. Donc, vous avez une fenêtre de 6 mois pour renouveler. Donc, 6 mois avant le terme de votre certification, vous pouvez renouveler cette certification-là. Sachez juste que la certification, quand vous la renouvelez, elle se fait sur des questions très courtes. Vous avez 20 questions généralement et ce n'est jamais surveillé. Donc, clairement, si vous vous aidez de Google pour le faire, etc., vous pouvez le faire. C'est juste pour vous remettre un peu à niveau par rapport aux nouveautés. Donc ça ne change pas. Les modalités de passage de la certification ne changent pas. Tout se fait de la même manière qu'une PL300 ou d'autres certifications. En cas d'échec, donc évidemment une note en dessous de 700, donc là pareil, vous le savez tout de suite. Par contre, Microsoft vous oblige à attendre 24 heures avant de repasser la certification pour le deuxième essai. Et au bout du troisième essai, il faut attendre 14 jours à chaque fois entre chaque certification. Le but, c'est pas de vous faire claquer 150 euros, 180 euros à chaque fois et d'échouer. Le but, c'est de bien la préparer pour ne pas perdre trop d'argent. Voilà. Et vous avez, sur une période glissante de 12 mois, 5 tentatives. Voilà. Donc, avec la première, ça fait 6. Chaque tentative est payante. Aussi, sachez-le. Donc, tout est vraiment important de bien préparer et peut-être d'investir même sur on le verra après, des supports de formation pour vous accompagner un peu mieux. Justement, comment on peut bien préparer sa certification et comment on peut éviter de payer 3 fois notre certification quand on loupe. Alors, ça, on va en discuter après, Bastien, mais déjà, moi, ce que je vous conseille tout de suite, une ressource qui est hyper accessible et que vous pouvez toujours tout de suite mettre en place, c'est le Learn de chez Microsoft. Vous avez un Learn qui est accessible gratuitement, en illimité, qui s'appelle le Bien démarrer avec Microsoft Fabric. Vous avez quasiment 11 heures de formation mis à disposition gratuitement par Microsoft au travers de 11 modules qui ne vous préparent pas à la certification. Je préfère tout de suite le dire, ça ne vous prépare pas à la certification. Par contre, ça vous prépare à bien utiliser Fabric. Donc, ça vous donne vraiment le B à bas de ce qu'est l'outil, de ce qu'est la plateforme data, de comment bien démarrer avec l'outil, pour ensuite aller un peu plus loin pour étudier spécifiquement les points de la DP600. Par contre, ce n'est pas un module qui est fait pour réussir l'assertif. C'est plus un module qui est fait pour réussir à utiliser Fabric. Est-ce que toi, personnellement, moi je sais que je l'ai fait, Bastien, je l'ai fait de A à Z, ce Learn. Est-ce que tu l'as fait toi aussi? Ouais, moi je l'ai fait et c'est ce que je conseille en fait en premier lieu, c'est de faire le Learn
Juste l'histoire d'avoir une overview en fait de ce que c'est Fabric, quelles sont les expériences, à quoi ils correspondent, etc. Et de faire des quiz aussi de l'examen pratique de Microsoft Learn, puisqu'ils offrent un quiz de 50 questions qu'on peut refaire à l'infini. Bah, le faire juste pour avoir voilà une idée de Fabric, des questions en fait autour de Fabric et ses concepts. Et comme tu l'as dit, elle prépare pas vraiment à l'examen en tant que tel parce que moi je trouve que les questions du Learn ne sont pas les questions de l'examen. Les questions du Learn, ça va être des questions très courtes, alors que les questions d'examen, ça va être plus, il te donne un contexte projet ou autre, et après on doit déterminer la réponse. Donc il y a quand même une différence entre les deux. Complètement. Voilà. Après, je sais qu'il y a quand même pas mal de détracteurs de ce Microsoft Learn-là parce qu'on est quand même très accompagné. C'est vraiment du end-to-end, donc ça peut être un peu frustrant. On n'a pas trop la main sur ce qu'on peut faire ou pas. Par contre, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite surtout d'être gratuit. Donc, usez et en abusez-en pour vraiment être hyper à l'aise avec le sujet. Ça, c'est pour bien démarrer avec l'outil. Et après, on a la chance d'avoir quand même dans la communauté Microsoft beaucoup de communautés et de contenus accessibles gratuitement. Donc, pour bien démarrer avec Fabric, il faut faire le learn. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, il faut profiter des communautés qu'on a à disposition. Pour ne citer que les gentils développeurs de la Data Platform ou le Club Fabric, qui sont une ressource inestimable pour bien apprendre avec l'outil. J'ai aussi lancé un podcast sur House of Fabric où avec Alexandre Stevens, on essaie de désacraliser un peu l'outil et de le rendre plus accessible. Donc ça, c'est des communautés qui vous permettent de comprendre un peu mieux l'outil au travers soit d'interviews, soit de workshops ou de webinaires plus techniques à aller plus loin avec l'outil. Et on a aussi une chaîne YouTube, alors elle est anglophone pour le coup. Les 3 communautés que je viens de vous citer, elles sont francophones. On a une chaîne YouTube, d'ailleurs que Bastien a poncé, je crois, de mémoire, et qui s'appelle le Learn Microsoft Fabric with Will, qui est une personne qui, bénévolement, fait profiter à la communauté de toutes ses compétences et de ses connaissances autour de la DP600. Et typiquement, il a des modules dédiés DP600 en format vidéo qui sont hyper bien faits. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à, on va dire, bien préparer l'assertif parce que comprendre Fabric, au bout d'un moment, on sait ce que c'est. Par contre, à bien préparer l'assertif, c'est pas tout le temps évident. Et pour le coup, ces vidéos sont plutôt bien faites. Je pense que Bastien, tu voulais un peu en parler justement de cette chaîne YouTube-là. Ouais, mais clairement, comme tu l'as dit, c'est un de mes outils phares pour préparer l'assertif. Donc c'est en anglais, c'est le seul point négatif, mais franchement très quali. Les vidéos, euh, il explique bien les concepts en détail. Il va faire aussi des comparatifs sur par exemple les différents moyens d'ingester la donnée, pas mal de choses autour de Fabric et très bien expliqué. Donc je recommande. Yes. Autre communauté ou autre contenu gratuit accessiblement, c'est la chaîne de Data Saito et de Data Chouette. Donc Data Chouette, c'est une chaîne qui a été créée par des Microsoft aussi, donc des employés de chez Microsoft qui ont monté cette chaîne-là et qui parlent beaucoup de Fabric, qui parlent beaucoup de Purview aussi notamment. Donc ça permet d'aller un peu plus loin. Et Data Saito, c'est une chaîne YouTube qui est vraiment géniale. Elle est vraiment au top. Il a d'ailleurs aussi lancé je crois que je le mets juste après, mais il a aussi lancé sur Udemy un parcours de formation autour de la DP600. Donc, hyper intéressant. Vous pouvez aussi bénéficier, pour bien préparer la certification, de contenus non gratuits payants, mais qui sont tout aussi pertinents, 2 livres. Donc, on a la chance en France d'avoir 2 livres sur Fabric déjà. Donc, le premier qui est sorti justement il n'y a pas si longtemps que ça, le Microsoft Fabric Guide complet par Marie Aubert, Mathieu Roy et Charles-Henri Sauger. Alors, je crois que Mathieu passera MVP très rapidement avec ce livre-là. Ils sont MVP et membres plus que actifs de la communauté. Et on a un livre qui sort, je crois, demain ou qui est sorti aujourd'hui, qui est un autre livre sur Fabric, voilà, qui a été rédigé par Émilie Beau, Romain Casteres, Frédéric, Christopher et Jean-Pierre, qui alors, sont des employés de chez Microsoft et aussi des membres actifs de la communauté. Donc pareil, le deuxième livre, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore reçu. Par contre, le premier, je l'ai lu et j'ai bien lu en long, en large, en travers. Ce pas des livres qui vont spécifiquement vous préparer à la certification. Par contre, vous avez beaucoup de billes à l'intérieur qui vous aident à bien comprendre tous les enjeux de la plateforme data. Voilà.
On a une question, je le vois avant que je l'oublie, une question Ouais. de Tcherno qui demande si on peut passer la certif en français. Évidemment. Alors moi, par expérience, je préconise de la passer en français, mais de traduire souvent les questions en anglais. Parce que des fois, la traduction, elle est un peu aléatoire, je trouve. Et on peut avoir j'ai le mot en anglais, on peut avoir de l'incompréhension sur la traduction en français et ça peut poser un peu problème. Donc, Tierno, oui, l'assertif, on la passe en français, mais n'hésitez pas à faire le translate en anglais. D'ailleurs, sur l'assertif, vous avez aussi accès au Microsoft Help, ou je ne sais plus exactement à quoi on a accès. Mais on a accès aussi un peu d'aide en ligne pour passer la certification. Donc, voilà. Et puis ce que je pourrais mentionner en plus, c'est que comme Fabric, c'est un outil, une solution qui est assez récente. On le sait tous, on sait tous que voilà, les États-Unis, le contenu anglophone, il y en a toujours plus au début. Et donc, faut pas hésiter à aller regarder un peu ce qu'on fait ailleurs. Donc, pas mal de ressources en anglais. Et après, le réappliquer en français. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour la certification. J'ai fait pas mal de questions d'examen potentiellement en anglais et j'ai passé l'examen en français. Yes. Voilà. D'ailleurs, il y a une autre ressource que j'ai pas donnée, mais il y a une personne qui s'appelle Data Mozart, qui a un site web Ouais. et qui fait aussi beaucoup de contenu, qui m'a beaucoup aidé moi sur la PL300 notamment, etc. Il y a un MVP de chez Microsoft aussi et qui fait un contenu exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à le consommer. Ce qu'on veut vous dire par là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ressources payantes, mais il y a aussi beaucoup de ressources gratuites qui peuvent vous aider à moindre coût à préparer ça. En parlant de certifs payants, ben justement, le fameux Claudio qui a créé la chaîne Data Saito a aussi fait sur Udemy un parcours DP600 pour avoir des tests et des tests pratiques sur la certification. Donc là, moi, j'ai eu la chance d'y avoir accès gratuitement, donc je l'ai un peu parcouru. Et pour le coup, c'est très bien fait. Les questions sont assez ressemblantes avec ce que vous allez avoir dans la certification. Donc pour vous préparer au type de questions, au format, à comment ça va être articulé, c'est hyper intéressant de le faire, de le parcourir. Je ne sais pas le prix exactement de ce parcours-là, mais n'hésitez pas à aller sur Udemy ou à aller demander à Claudio de vous en parler un peu mieux. Mais en tout cas, le contenu est très bien fait. Et ensuite, un autre site que je peux vous conseiller, qui est Wizlab, qui est comme au même titre que Claudio dessus sur Udemy, qui est un site qui vous permet d'avoir accès à une panoplie de questions, tests, de cas pratiques qui sont équivalentes à la DP600 pour vous aider un peu à comprendre et à solutionner toutes les questions auxquelles vous allez avoir à répondre pendant le test. Voilà. Donc je précise, ça c'est des ressources qui sont payantes. Le Wizlab, il a 20 balles, je crois, ou 25 euros. Là, il est en promo en ce moment. Côté Udemy, j'ai plus le prix en tête, mais c'est pas non plus C'est ça à trop peu près. énorme. Ouais. Ouais, c'est autour de 20 euros. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des ressources à conseiller. On vous mettra évidemment plus tard dans un petit post de main tout le contenu pour bien réussir sa certification-là. Mais je pense qu'on a déjà un peu quand même bien fait l'overview de tout ce qui est à disposition pour bien réussir ou du moins bien préparer sa certif. Est-ce que toi, tu avais construit d'autres contenus, Bastien, pour préparer ta certif? Ah, moi, j'avais aussi utilisé d'autres ressources. En fait, j'avais fait. Mon plan, c'était le Learn. Je commençais par Mhm. le Learn pour avoir une overview de Fabric. Et après, en fait, j'allais diversifier un peu mes ressources d'apprentissage. Et comme tu l'as dit, tu l'as mentionné, enfin, tout ce qui va être des articles, des blogs, par exemple, Data Mhm. Mozart. Et la communauté LinkedIn, faut le mentionner aussi. Comme tu l'as dit, il y a pas mal de personnes qui font du contenu sur Fabric. Et c'est gratuit, donc faut en profiter. Donc, par exemple, des groupes sur LinkedIn ou des personnes qui publient du contenu, qui expliquent, je sais pas, une fonctionnalité ou un concept. Et on va forcément le rattacher en fait, à Fabric et donc à la DP600. Mhm. Des vidéos YouTube. On peut aussi prendre une formation Udemy, comme tu l'as dit. On va trouver pas mal de formations qui sont intéressantes. Donc je pense que c'est bon. Moi, c'est les ressources que j'ai utilisées. Euh, donc voilà. Nickel. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des choses qu'on aurait oublié ou omis de préciser sur la partie préparation. Et justement, avant, on a une petite surprise pour vous, on va faire un petit quiz en ligne tous ensemble. Moi, j'aime bien aussi rappeler qu'il faut maîtriser des concepts, dans le sens où la DP600, au même titre que la PL300, elle vous certifie vos compétences sur un outil,
Donc la notion Fabric, évidemment. Mais comme je vous l'expliquais, c'est Fabric pas dans un contexte théorique. C'est Fabric dans un contexte de production, dans un contexte professionnel. Ce qui veut dire que Fabric, à lui tout seul, n'existe pas. Il y a plein de concepts autour de BI, de data, de TL, etc. qu'il faut maîtriser. Et moi, j'aime bien avoir quelques bullet points comme ça à vous donner, vous dire voilà les concepts selon moi qu'il faut maîtriser avant même d'être expert sur Fabric. Déjà, il faut pratiquer régulièrement avec l'outil. Savoir ce que c'est OneLake, la partie Data Factory, Power BI, toute la partie Synapse. C'est important à connaître ces notions-là. Vraiment, si vous ne savez pas ce que c'est OneLake, si vous ne savez pas à quoi l'intérêt de l'outil, ne passez même pas à DP600. Il faut maîtriser ces concepts-là avant même d'aller plus loin. Il faut surtout suivre l'actualité Microsoft. Depuis que Fabric est sorti, on a eu 300 ou 400 nouveautés, je ne sais plus exactement. Je vois qu'on a Amar dans le chat qui est un cloud architect chez Microsoft et qui est aussi le membre de DataChouette, justement. Amar, tu me contrediras, mais je crois qu'on a eu quasiment 300 ou 400 nouveautés depuis que l'outil est sorti. Ce qui veut dire que si vous ne tenez pas au courant, alors la certif, quand il y a une nouveauté qui est sortie, la certif, elle ne se met pas à jour automatiquement et on ne vous pose pas une question tout de suite dessus. Peut-être qu'au bout de 6 mois, la question elle va tomber et si vous n'avez pas suivi la nouveauté, vous allez passer à côté et donc perdre des points. Donc vraiment, suivez bien une nouveauté, c'est hyper important d'une part pour votre culture et surtout pour réussir l'assertif. Il faut maîtriser les outils clés. C'est quoi la partie Data Factory, Power BI et Synapse? C'est ce sur quoi vous allez être challengé, justement. Comprendre le contexte data, différence ETL, ELT, modèle flocon, étoile qui sont la pierre angulaire d'un modèle sémantique dans Power BI, la partie sécurité et gouvernance, parce que vous êtes aussi challengé dessus, comment je sécurise OneLake, comment je sécurise mes espaces de travail, comment je mets en place de la RLS, et aussi vous entraîner sur des scénarios réels de bout en bout. Donc si vous n'avez pas l'occasion, comme Bastien et moi, dans un contexte professionnel, de faire du projet Fabric, vous pouvez postuler chez nous, déjà, typiquement, pour nous rejoindre et faire du projet Fabric. Et sinon, vous demandez à ChatGPT, génère-moi un contexte professionnel avec un jeu de données associé, trouve-moi des bases, peu importe. On a la chance d'avoir du ChatGPT maintenant pour nous générer des jeux de données ou des contextes et des problématiques, et faites-le dans Fabric. On a l'accès Trial, etc. Donc faites-le, n'hésitez pas. Ou Kaggle aussi, pour avoir des jeux de données. En fait, il y a plusieurs moyens d'avoir des jeux de données, mais il faut pratiquer, en tout cas, sur l'environnement Fabric. Voilà, c'est le conseil. Exactement. Et moi, ce que j'aime vraiment dire aussi, c'est de savoir vulgariser Fabric et ses concepts à des non-experts. Une fois que vous avez fait tout le Microsoft Learn, que vous avez écouté tous mes podcasts sur House of Fabric, que vous avez vu tous les replays de Club Fabric et des GDDP, que vous avez parcouru tous ces contenus-là, lu tous les livres, que vous pensez maîtriser l'outil, vous mettez votre belle-mère, votre beau-père, et vous essayez de lui expliquer ce que c'est Fabric. Si à la fin de la discussion, elle a compris, ou il ou elle a fait un malaise et qu'elle n'a pas compris, c'est pas grave. Le but, c'est qu'elle comprenne ou qu'ils comprennent. Si vous avez réussi à faire comprendre à une personne non technique ce que c'est Fabric, vous avez tout gagné. Voilà. La vulgarisation, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que vous savez maîtriser l'outil à tel point que vous savez le rendre accessible. Voilà. Donc, comme je dis, l'objectif, c'est pratique, clarté et vulgarisation. Et à partir de là, vous serez prêt à passer la DP600. Et moi, je rajouterais juste peut-être en concept qu'il faut maîtriser, c'est tout ce qui est data lake, data warehouse, pour comprendre déjà le lakehouse. C'est quoi des données structurées, non structurées, semi-structurées. Comprendre aussi voilà, qu'est-ce que c'est Apache Spark, parce qu'en fait, c'est quand même le compute qui est utilisé dans toutes les data plateformes. La plupart des notebooks sur Fabric, elles vont se baser sur Spark. Donc comprendre, parce que comme c'est un produit SaaS, la partie infrastructure, elle n'est pas gérée. Mais en fait, il faut aussi comprendre derrière qu'est-ce qui se passe. Et justement, c'est à travers l'engine qui est derrière, c'est Spark. Donc comprendre un minimum c'est quoi Spark et comment c'est utilisé, juste histoire d'avoir au moins une overview sur le concept. Exactement. Donc, ne prenez pas peur. Après, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de notions à apprendre, mais clairement, ça s'apprend. La chance que vous avez avec Fabric, c'est que tout est unifié dans une seule plateforme. Donc, Amar est dans le chat encore, mais Amar, on sort un épisode avec Amar justement sur les concepts de l'infra dans Fabric, des capacités, etc. Moi, j'aime bien vulgariser Fabric en me disant, auparavant,
dans les projets data, on avait un lotissement, on avait plein de maisons. Chaque maison était indépendante. Il y avait une maison qui était un ETL, une maison qui était un data warehouse, une maison qui était un outil de reporting. Maintenant, avec Fabric, on a une seule et unique grande maison. Dans cette maison, on a plusieurs chambres avec un ETL, un warehouse, un lakehouse, un outil de reporting. Tout le monde habite au même endroit. Donc, ça peut ajouter la complexité dans la compréhension de comment les outils s'articulent entre eux. Par contre, ça simplifie aussi les notions et les langages, parce que tout le monde parle le même langage, tout le monde habite au même endroit, donc c'est plus simple pour vous. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la courbe d'apprentissage, elle peut être un peu compliquée au début. Par contre, après, elle sera exponentielle dans son accessibilité. Oui, et puis même si on a pas mal de concepts sur Fabric, après on pourra le réutiliser dans d'autres situations, parce qu'on va retrouver quand même pas mal de Fabric. Ce qui est bien, c'est que il utilise des fonctionnalités ou des concepts en data qui sont innovants. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc, je pense qu'en fait, tout ce qu'on a dans Fabric, on va pouvoir le réutiliser par la suite si on travaille sur d'autres data platforms ou dans un environnement data en général. Complètement. Voilà, donc ça c'est pour les concepts de comment on maîtrise tout, comment on peut maîtriser cette certification-là, comment on peut vraiment réussir et l'obtenir assez facilement. Alors après, voilà, hein, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, vous ne pouvez pas tout apprendre d'un coup. Moi, ça fait plus de 11 ans que je fais ça, donc il y a des choses qui sont des automatismes. Pour vous, vous allez devoir repartir depuis le début pour tout apprendre, mais c'est pas grave. Ça vous servira hors fabrique dans votre carrière professionnelle de maîtriser ces concepts-là. Ce qu'on fait en data en BI, peu importe l'outil, soit du Microsoft, du SAP, du Tableau, du Google, on fait toujours la même chose. On transforme de la donnée brute en information. C'est les outils qui changent, les concepts ne changent jamais. Voilà. On peut terminer, il nous reste 20 minutes, on va essayer de se faire ça en 10-15 minutes, Bastien. On a la chance d'avoir un petit quiz qui a été préparé par Bastien. On va travailler ensemble et répondre à toutes les questions auxquelles on pourrait avoir pendant la DP600. Bastien, je peux partager ton écran, juste le présenter pour la scène. Juste avant, je voulais juste mentionner les erreurs potentiellement à éviter. J'en ai noté 4. J'avais noté ça à côté, je le dis rapidement. C'était potentiellement négliger les concepts fondamentaux, donc notamment l'architecture globale de Fabric avec les expériences. Négliger aussi les expériences data science et real-time engineering parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément, ça nous parle potentiellement moins. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, ne pas les négliger pour au moins avoir quelques concepts sur ces expériences-là, au cas où on a des questions. Ne pas négliger tout ce qui est permission, rôle, sécurité, gestion des coûts avec les capacités. Et mon dernier point, c'était de bien lire les questions parce qu'on va retrouver quand même pas mal de petits pièges au niveau de la formulation de la question, des choses comme ça. Donc bien lire les questions et ne pas hésiter à passer la question et revenir sur la question à la fin, par exemple. Voilà, c'était les petits... Yes, très bon complément. Très bon complément. Nickel. Alors, je vais présenter... Ouais. Donc, le but du quiz, c'est que vous puissiez... alors, on va avoir un petit décalage. Donc, le but du quiz, c'est que Bastien vous affiche la question et que vous y répondez dans le chat. Donc, tout le monde peut y répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bastien expliquera un peu, évidemment, à chaque fois le contenu et le contexte. Et en plus, vous avez fait un beau QCM tout bien propre. Bastien, je te laisse les questions, moi, je sais. En fait, ça dépend exactement du niveau de connaissance ou comme on a été habitué aux questions de certification. Moi, je les trouve pas si simples que ça. Donc, on va voir. Donc, la question 1, c'est vous disposez d'un locataire Fabric qui contient un modèle de ML enregistré dans un espace de travail Fabric. Si vous devez utiliser le modèle pour générer des prédictions à l'aide de la fonction predict dans un autre bout de Fabric, quel langage je peux utiliser? Il n'y a qu'une seule réponse possible sur les 10 questions. Tu me dis, Enzo, pour... Ouais, je vais voir si ça réagit. Je vais voir sur mon téléphone en même temps les réponses de mon côté. On va voir. Alors, ça va mettre un peu de temps. Là, typiquement, c'est une question qui peut être un peu piège aussi. Alors, piège, oui et non. Mais on en parlera juste après pendant la réponse. Je regarde, hein, je check si j'ai des réponses ou pas. Mais ça n'a pas de réponse. Je te laisserai donner. On a Jérémy qui nous dit PySpark. On a du TSQL de Tierno. On a du DAX de Hamar qui troll, clairement. Ouais. On a du PySpark 2 fois. Je te laisse te donner la réponse.
Ouais, c'est ça, c'est PySpark. Donc en fait, c'est ça, c'est PySpark. Donc PySpark, c'est une interface. En fait, c'est un moyen de faire du Spark avec du Python. Et en fait, sur le notebook Fabric, on va pouvoir utiliser plusieurs langages et on va pouvoir utiliser potentiellement des langages Spark, donc Spark SQL, PySpark. On peut utiliser aussi du Python. Euh, et le dernier, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, il y a une multitude de langages qu'on peut utiliser dans un notebook. Et le notebook qui est à privilégier, si on fait par exemple du machine learning, ça va être du PySpark, parce que justement, pour faire du Python, en se basant sur des clusters Spark pour le traitement massif à grande échelle des données voilà, pour la performance en fait. Et on a en effet une fonction predict en TSQL, mais là, c'est le contexte Notebook Fabric qui prend le dessus et donc on parle de PySpark. Voilà. Donc Ouais. la fonction predict, elle existe en TSQL. Hein. Donc Tierno, tu n'as pas forcément tort. Par contre, dans le contexte là, c'est bien PySpark qu'il fallait mettre en avant. Mais c'est typiquement le genre de questions qu'on peut avoir dans l'assertif. C'est qu'en fait, il Exactement. faut bien. C'est vraiment ces pièges-là. Mm-hmm. Voilà, c'est en fonction du contexte. Ou un mot, ça va enclencher une autre réponse que. Par exemple, si on hésite entre deux réponses, il faut vraiment regarder la description, le contexte pour choisir la réponse, quoi. Yes. Très bonne première question. Bon, c'est super. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bonnes réponses, donc c'est top. Alors, après, quelle est l'expérience utilisée pour analyser les données en streaming sur Fabric? Donc ça, Donc normalement, il ça, est relativement simple. yes. Et ça, typiquement, ça revient à ce que tu disais, c'est de maîtriser aussi les concepts et les expériences de fabrique. On ne vous demande pas de savoir ce que c'est un modèle sémantique, on vous demande aussi de savoir parler de fabrique, donc des expériences et de le vendre à un client. Voilà. Donc là, la question, elle peut paraître simple. Si vous ne maîtrisez pas les expériences, c'est très compliqué pour vous. Je regarde en parallèle sur mon téléphone si, hop, on a des réponses. On a le real-time engineering qui est proposé, le real-time 2 fois. Écoute, je pense que tu peux donner la réponse, Bastien. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait, bah, c'est l'expérience qui est utilisée pour aller faire du streaming. Donc, on a plusieurs composants dans cette expérience-là, notamment le event stream qui va permettre de venir faire de l'ingestion de données en streaming, donc se connecter à de la page Kafka, etc., des topics. Et on a une partie event house qui permet de faire le stockage et de l'analyse en mettant des filtres, de l'agrégation, etc. Et on a le KSQL qui va permettre de faire des opérations analytiques un peu plus complexes, un peu plus détaillées, avancées en fait, en fonction de notre besoin, quoi. Ça, c'est les Yes. 3 composants du real-time engineering. Ouais. En effet, pour le KQL, du coup, l'acronyme qui veut dire Custo Query Language. Voilà. Qui est du coup le langage d'interrogation pour la partie real-time. C'est ça. Après, alors la troisième question, Microsoft Fabric est une solution, donc soit PaaS, soit SaaS, soit IaaS, soit on-premise. Donc, PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, et on-premise, c'est-à-dire que c'est une ressource en local chez vous, qui est installée sur une machine virtuelle ou sur un ESX, par exemple, ou sur un serveur qui est dans votre salle serveur climatisée. Voilà. C'est ça. OK. Donc, on a du SaaS. On a une personne qui est très forte dans le chat, qui a tout de suite SaaS aussi. Tierno, super. OK. Eh bien, écoute, je te laisse répondre, Bastien. Ouais, bah c'est ça, c'est une plateforme SaaS. Du coup, aussi l'avantage en fait de Fabric, c'est que c'est une plateforme en SaaS, donc on gère pas forcément l'infrastructure. Donc ça change potentiellement de d'autres solutions que Microsoft proposait sur Azure. Je pense à Synapse, qui n'était pas vraiment du SaaS, c'était du PaaS. Euh, donc voilà. Ouais. Et d'ailleurs, on a une personne qui a dit pass dans le chat, dans le chat. Donc, en effet, ce n'est pas une plateforme as a service. Synapse Analytics, par exemple, les parties de Synapse Analytics, c'est du pass. Vous devez provisionner des ressources, vous devez gérer l'interconnexion, les réseaux, etc. entre vos ressources, ce qui n'est pas du tout le cas dans Fabric.
dans Fabric, les expériences, vous ne posez pas la question de comment elles communiquent via un VNet ou pas un VNet. On se pose pas la question. Question qu'on peut se poser en pass lorsqu'on a du blob storage, du Azure Data Factory, faire communiquer entre les éléments nécessite du coup des configurations de votre part, ce qui n'est pas le cas dans Fabric. Ouais, et il y a un schéma, même, Enzo, tu te rappelles, on l'avait vu. Oui. C'était un schéma, en fait, sur les justement, entre le PaaS, le SaaS et l'IaaS, et le on-premise aussi, où, en fait, on mettait toutes les différentes couches, on regardait où, potentiellement, ça s'arrêtait quand on prenait une solution PaaS, SaaS ou IaaS. Et donc, on partait du physique jusqu'à l'applicatif, en passant par le stockage, le réseau, l'OS, etc. Donc, c'est vraiment de l'infra, c'est de l'IT côté infra, mais c'est juste de comprendre le concept de c'est quoi un SaaS. Voilà, c'est une application, sur laquelle on va venir se connecter avec un URL et où on ne va pas gérer l'infrastructure. Potentiellement, on ne gère pas les VM, on ne gère pas les ressources de calcul. Vous gérez Voilà, votre en fait, on capacité, utilise, votre licence, c'est tout. ouais, et on utilise les ressources qui sont mises à disposition. Voilà. Et sachez un truc, c'est que quand on parle de SaaS, de IaaS, etc., d'ailleurs, factuellement, physiquement, on parle de serveurs, de fermes de serveurs. En fait, physiquement, derrière, c'est un ordinateur qui tourne avec un CPU, de la RAM, etc., avec un OS. Juste que vous n'avez juste accès qu'à la partie système, software de cette machine-là. Voilà. Mais vous consommez bien des ressources. Quand on parle de cloud, c'est pas dans les nuages. Voilà, c'est pas quelque chose qui est abstrait. En fait, physiquement, c'est juste des machines. Alors, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. J'ai peut-être de la vulgarisation alors que je ne devrais pas. Mais c'est vraiment ça. Voilà. Non, c'est ça, totalement. Ok. Alors, quatrième question. Quelle fonctionnalité dans Microsoft Fabric permet d'assurer que les données utilisées par les rapports Power BI sont toujours à jour sans avoir à les recharger manuellement? Donc ça, c'est Très une bonne question. question. Ouais, c'est une bonne question parce qu'on va pouvoir un peu parler de ça. Ouais, exactement. Puis, question qui peut aussi être un peu question piège, typiquement. Oui, ouais, je sais, ouais. Mais c'est Euh, très bien, c'est très bien. Je check si on a des réponses. Hop. Alors, est-ce qu'on en a? Non. Je vois pas de réponse encore de mon côté. Peut-être que là, c'est un peu plus délicat que prévu. Bah, je pense qu'on peut donner Alors, une tu réponse as dit peut-être. c'est une seule question ou c'est une seule réponse ou Ouais, c'est une seule réponse. Ok. Donc là, on a une personne qui dit Direct Query et Connection Live pour SSAS. On a du Direct Query, on a du Dataflow. Ok, je te laisse peut-être donner la réponse, Sébastien. Bah, c'était Direct Query. Donc, sur les différents types de stockage qu'on peut faire sur Power BI, avec Fabric, il y en a trois maintenant. Il y a le mode import, il y a le Direct Query et il y a le Direct Lake. Euh, la différence, c'est que sur le Direct Query, toutes les transformations qu'on va faire dans notre rapport Power BI, elles vont être faites sur la base de données, en fait, la source de données. Donc, ça va directement se faire au niveau de la source. Alors que dans le mode import, on va venir importer les données en mémoire. Et donc, on va utiliser en fait, le moteur de traitement de Power BI quand on veut faire du traitement analytique ou des opérations. Donc, ça, c'est la grosse différence entre les deux. Et sur le Direct Lake, en fait, c'est un mélange des deux où on va potentiellement pouvoir importer des tables importer des tables en mode import et faire des transformations directement sur la source sur d'autres tables. Donc c'est un mélange des deux, c'est ce que un peu Fabric est venu avec ce nouveau type de stockage. Et pourquoi en fait par rapport à la question, c'est que le direct query, ça permet d'avoir des données potentiellement en fait en réel, sans avoir besoin de les recharger, parce que c'est directement connecté à la source de données. Alors que le mode import, on va devoir faire un refresh. Après, on peut faire, il y a plein de manières de contrer le truc, mais on peut faire un refresh incrémental, on peut déclencher à travers une pipeline, etc. Mais à la base, le direct query, il est fait pour avoir des données en temps réel. Juste l'inconvénient, c'est que ça peut être long. Ça peut être assez long si on fait des grosses opérations.
Voilà, si je résume vulgairement, c'est un peu ça. Voilà, Yeah. Enzo, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, non, et pour celles et ceux qui ont parlé de data flow, donc le data flow, alors il y a un rechargement qui peut être automatique, mais le data flow ne va pas charger un modèle sémantique. Votre data flow Gen 2, dans un contexte fabrique, va venir alimenter un lakehouse ou un warehouse, par exemple, va alimenter des tables de données. Et par-dessus ces tables-là, vous allez mettre un modèle sémantique. Donc là, évidemment, qu'il ne fallait pas dire data flow Gen 2, parce que par rapport à la question, on veut justement avoir accès aux données Power BI directement sans passer par un refresh ou passer par un flux ETL. En fait, c'est ça, c'est sans passer par quelque chose, aller directement, avoir les données directement à jour en temps réel, c'est du Yes, direct query. Et complètement. après, pour Apache Parquet, bah, c'était un petit peu la fraude des réponses. Ou dans le Mmh. sens, c'est le format de données, le format de fichier qui est utilisé dans le OneLake, voilà, qui va permettre après d'être transformé en Delta Table, mais voilà, c'est un format de fichier. Exactement. Allez, on peut sur une dernière question, je pense, Bastien, et après on pourra passer aux questions s'il y en a. Ouais. Alors, la dernière question, voilà. C'est vous disposez d'un lakehouse Fabric qui contient un notebook Fabric. Le notebook contient un data frame PySpark avec des données de commande à partir d'un système source. Le data frame contient une colonne nommée invoice date. Vous devez ajouter une colonne nommée invoice year qui contiendra uniquement la valeur year de invoice date. Donc, potentiellement, en fait, c'est juste un traitement. C'est une opération où on va rajouter une colonne. Quelle méthode PySpark devez-vous utiliser? Alias, union, with columns, with metadata. Ça, c'est une question un peu plus technique, mais potentiellement, c'est des questions qu'on va retrouver dans la certification. Mmh. Et ça, justement, en fait, si on reprend, comment dire? Si on reprend, si on met ça en parallèle avec une table classique, là, ce qu'on veut faire, c'est pas forcément, hem, comment je peux formuler ça sans donner la réponse? En premier laisser les gens répondre, sinon je vais donner la réponse, je sens. Je voulais faire un parallèle avec les tables classiques, data frame, table, et cetera, mais je vais laisser, répondre les personnes. On a du alias, du with column. On a du with column aussi, encore une fois, de Fabien. On a du alias de LinkedIn user, donc on a toujours une personne, qui n'arrive pas à remonter son nom et prénom dans StreamYard, c'est dommage. Bastien, je te laisse Ouais. répondre? La réponse était with column. Donc, c'est la fonction que tu utilisais pour ajouter une colonne en Spark. Donc, voilà. Je sais pas ce que tu voulais dire, toi, Enzo, en plus. Ah, je veux dire, si vous ne maîtrisez pas le concept de data frame, et cetera, qu'on retrouve très souvent, en Python pour, spécifier un jeu de données, essayez toujours de faire un parallèle avec ce que vous maîtrisez en SQL ou en Power Query, en langage M, et cetera, et de comprendre à quoi ça sert. Par contre, la méthode à utiliser, vous pouvez pas la deviner, hormis si vous faites du pile ou face, vous pouvez pas la deviner. Donc typiquement, essayez toujours de, lorsque vous montez en compétence sur Fabric, le basique que vous allez faire en SQL ou en Power Query, essayez aussi de le retranscrire en Python pour avoir ce type d'informations-là. Comment je rajoute une colonne DJ en PySpark, c'est pas quelque chose de trop compliqué à apprendre et ça se comprend assez facilement, je pense. Voilà. Ouais, puis une fois qu'on le sait, après, voilà, on va pas forcément l'oublier. On retient un peu d'informations sur Spark, mais si on retient une information pour ajouter une colonne, on le met dans notre tête et voilà. Et en fait, c'est typiquement ce genre de questions qu'on peut retrouver dans l'assertif, des questions un peu spécifiques, très techniques, avec un peu de code, sur un besoin particulier, en Yes. fonction d'un contexte, quoi. Allez, on peut se faire une dernière sur Bastien, il nous reste 3 minutes. On peut se faire une petite Allez, dernière. cette dernière, elle est trop longue. On va trouver un truc que je peux. Ah, c'est bien Elle, ça, c'est j'aime bien. bien. Ouais, je regarde juste la dernière. Elle aussi était bien, mais on va faire. Ok. Quel est le format de fichier utilisé pour stocker les données dans le OneLake? Et ça, c'est ce qu'on disait, si vous ne maîtrisez pas les notions de OneLake, vous perdez des points. Ouais. Puis même, il y a un gros débat en ce moment. Enfin, c'est ce que je vois un peu sur LinkedIn ou même sur Internet par rapport à ce sujet-là. Allez, on vous laisse répondre pour la dernière question. On en a parlé 2-3 fois dans. Ok.
on commence à avoir des réponses Parquet, Apache Parquet. Personne ne se trompe, c'est super. C'est ça. Donc, c'est le format de fichier qui est utilisé pour aller stocker les fichiers dans le OneLake. Et au moment en fait, où on va les charger dans un lakehouse, en fait, elles vont se transformer on va les charger en Delta Table. Donc, le Delta Table, c'est un peu l'évolution de Parquet, mais avec Complètement l'évolution. C'est l'évolution avec quelques fonctionnalités en plus. Je pense par exemple au time travel qui permet d'avoir un système de versionning, la gestion des métadonnées, voilà, des choses comme ça en plus. Qui sont surtout des extensions ou des types de fichiers open source. On Ouais. voit aussi apparaître des notions de fichiers de table iceberg, notamment par exemple avec Snowflake, qui vont être intégrés dans Fabric. Ces notions-là, Parquet Delta, sont des notions open source, c'est-à-dire que si demain vous en avez marre de Fabric par exemple et vous avez toutes vos données en Parquet et que vous voulez aller vers du Snowflake qui sait aussi faire du Parquet, vous pouvez le faire quasiment naturellement parce que les deux savent le faire. On n'est pas enfermé sur des extensions propres à Fabric. On est vraiment sur une plateforme qui est ouverte de plus en plus et voilà, qui soit de nouvelles opportunités. Et Fabien a raison. Le débat de 2025 ce sera le Delta vs l'iceberg. Ça va se finir en 2025. Ça pourrait être le titre d'un live, hein, Fabien. Ça pourrait être clairement le titre d'un live. J'aime beaucoup la notion. Mais voilà. Et c'est aussi ce côté, parce que le Delta Table, du coup, ça vient de Databricks et Microsoft l'a repris. Et oui, c'est vrai que c'est ça, le futur débat, potentiellement, c'est le débat entre Iceberg et le format Delta. Et ce que je voulais aussi rajouter par rapport au OneLake, quand j'y pense, c'est aussi la stratégie de Microsoft avec le OneLake, c'est qu'ils essayent un peu de ne pas faire une architecture propriétaire, dans le sens où le OneLake il est conçu pour justement directement partager les données, il y a les systèmes de shortcut, etc., où on peut aller prendre les données sur d'autres cloud providers. En fait, on n'est pas enfermé dans une brique de stockage, et c'est quelque chose qui est voulu par Microsoft pour justement s'ouvrir et transmettre les données plus facilement dans d'autres environnements. Complètement. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a plein de shortcuts, de mirroring entre Fabric et d'autres vendors qui prouvent aussi que la plateforme elle est open mind et qu'on peut aller récupérer d'autres données d'autres environnements. On n'est pas fermé. On a une très bonne question de Tcherno qui demande pour certaines transformations complexes, est-ce qu'on est obligé d'utiliser un notebook ou bien le Dataflow Gen 2 pourra tout faire même si ce n'est pas assez optimisé? Alors, c'est une excellente question, Tcherno, et c'est un gros débat aussi. Je vais modifier juste le visuel pour qu'on puisse bien nous voir. Alors, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais m'en sortir avec on va mettre comme ça, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, mais il n'y a pas de bons ou mauvais outils. Aujourd'hui, on a une palette complète à disposition pour développer des flux, faire des transformations complexes. Il y a des choses qui sont plus ou moins optimisées pour aller faire vos transformations qui, comme tu demandais, Tierno, complexes. Dataflow Gen 2, on peut quasiment tout faire en M. En notebook, on sait quasiment tout faire en SQL embarqué ou avec du PySpark ou avec du Python. On sait aussi tout faire en procédure stockée. Par exemple, en TSQL, on savait tout faire avec du pipeline, avec du mirroring, etc. Donc, en fait, je vais te dire, Tierno, il y a plein d'enjeux et de notions à prendre en considération. C'est déjà ton aisance technique avec les outils. Est-ce que tu sais faire du Python, du PySpark? Si oui ou non, tu en fais ou tu en fais pas. Est-ce que tu veux aussi optimiser tes flux? Par exemple, un Dataflow Gen 2, c'est très énergivore et consommateur de capacité unit. C'est 6 fois plus consommateur qu'un pipeline de données qui est fait un copy activity, par exemple. Donc, ce n'est pas juste une simple question d'optimiser de performance, c'est aussi une question d'aisance technique et aussi une question de consommation et d'optimisation de consommation de capacité unit. Voilà. Vu qu'on est en mode SaaS, on loue à Microsoft des capacités de calcul et quand on veut optimiser ce qu'on consomme, justement, il faut choisir le bon outil. Je peux te retourner, Tierno, vers un live que j'avais fait avec Charles-Henri, justement, où on avait fait un arbre de décision sur quel outil utiliser ou quel artefact utiliser en fonction de son besoin, qui pourra te donner déjà 2-3 éléments de réponse. Voilà. Et moi, si je dois donner mon point de vue par rapport à cette question,
Bah, je reprends ce que Enzo a dit, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour du notebook sur de la transformation complexe. Parce on peut vite se rendre compte que avec un data flow, sur de gros volumes de données, c'est très lent, c'est compliqué de venir faire des transformations très complexes, même si on met du M dans l'éditeur avancé, etc. Donc rien de mieux un bon notebook en PySpark. Voilà, c'est ce que je pense. Yes. Super. Ben écoutez, on arrive tout doucement à la fin de ce live. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Vous êtes déjà plus d'une vingtaine encore déjà présent sur le live. Donc, merci beaucoup. Le replay sera disponible. Bastien, je te laisserai mettre dans le chat ton profil LinkedIn, mais vous pouvez le retrouver directement sur l'événement. Vous pouvez cliquer dessus et venir le suivre. En tout cas, Bastien, merci beaucoup. Bravo pour ce premier live. Tu l'as réussi avec brio. Donc, je plein de félicitations dans le chat pour Bastien. Pour ce baptême du feu. Exactement. Merci à toi aussi pour l'invitation et merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir joué le jeu aussi. Yes, merci beaucoup pour votre participation. C'est agréable quand on a vraiment des gens qui s'investissent et qui répondent aux questions surtout. C'est top. Ouais. Voilà, Bastien, on se dit à très vite, j'espère, pour un prochain live. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde. Super, merci, au revoir.